Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, notre collaboratrice Catherine Stassin nous apporte sa chronique « Le bon employeur pour sa santé mentale ». À l'Espresso et à l'Espresso à Langer, Pierre nous présente son sujet, la cool attitude. Notre invité en début de deuxième demi est Stéphane Bellumeur. Il nous parle des 25 ans de l'alternative. Bienvenue à Folie douce. La santé mentale est toujours au cœur de notre quotidien. Nos chroniqueurs vous présentent leur sujet. C'est avec plaisir que j'accueille Catherine Stassin. Bonjour Catherine. Bonjour Yvan. Alors aujourd'hui, une nouvelle chronique. Qu'est-ce que tu nous proposes? Alors aujourd'hui, on va voir un petit peu, dans le fond, quand on choisit un employeur, et de manière générale plutôt, les Canadiens, à quoi ils pensent? Qu'est-ce qu'ils veulent quand ils choisissent un employeur? Oui, parce que c'est de plus en plus... On va avoir des réponses surprenantes. Oui, parce qu'on est de plus en plus dans un marché où les gens ont plus le choix qu'autrefois. Autrefois, les gens voulaient avoir un emploi, puis ils prenaient quelquefois un peu, pas n'importe quoi, là, mais avaient des fois pas le choix d'accepter les offres, mais c'est de moins en moins le cas. Oui, on vit de ce côté-là une belle période, oui. On va dire comme ça. Oui. Et moi, je vais démarrer à partir d'un indice de la santé mentale qui m'a frappée pour le Canada. C'est que durant 2022, il y a une société qui fait tous les mois d'ailleurs un rapport sur l'indice de la santé mentale. Et puis, un des mois de l'année 2022, ils ont remarqué quoi? Ils ont remarqué que la majorité des répondants avaient dit que le facteur le plus important quand ils vont aller choisir un employeur, c'était quoi? Eh bien, c'était la santé mentale et le bien-être, la santé et le mieux-être. Se sentir bien au travail. Ça, c'est une nouveauté. C'est ce qui est une bonne nouvelle, je trouve, parce que oui. Il y a tellement eu de drames, puis il y a tellement eu de gens qui ont vécu des enfers là, au travail. Je crois qu'il y a une évolution assez importante parce que si on parle juste entre nous, je ne sais pas si tu te rappelles Yvan, mais quand on choisissait un employeur avant, où les parents orientaient une carrière, est-ce qu'ils parlaient seulement de la santé mentale? Non, ils parlaient des conditions salariales, ils parlaient des tâches, ils parlaient de ce genre de choses, mais la santé mentale... Le prestige aussi un petit peu, oui. Peut-être les avantages sociaux, jusqu'à un certain point, mais oui, sans trop parler oui. des avantages sociaux santé, plus des avantages sociaux en général. Voilà, tu sais, où est-ce que, tiens, tu peux pas faire plutôt médecine, pharmacie, tu sais, ou alors... sans penser qu'on peut se brûler ou on peut ne pas aimer dans aimer le Grand Nord pour gagner beaucoup d'argent, ouais, c'est mais ça. on pensait pas à la santé mentale, de ce que je me rappelle. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont été malheureux. Et c'est pas une bonne chose quand on est malheureux au travail parce qu'on passe beaucoup de temps dans sa vie au travail. Beaucoup ont été malheureux. Et il y a des drames aussi, il y a des remises en question. Ce qui se passe, je pense, dans la population, je pense que la pandémie a aidé beaucoup. C'est que on a eu des heures et des années pour se regarder en face. Oui, pour penser, pour réfléchir, pour se remettre en question, effectivement. Et se dire, mais dans le fond, je passe du temps chez moi, mais on voit que beaucoup d'employeurs, d'ailleurs, maintenant, proposent du télétravail, au moins en partie, sinon ils n'ont personne qui répond. Oui, mais en plus, les employeurs se sont rendus compte qu'économiquement, c'était viable. Parce que moins de bureaux à payer, moins d'espace dédié à... Il y a une rotation de personnel, etc., mais il y a beaucoup moins de pieds carrés à payer. Si j'avais pas vu ça sous cet angle-là, mais en effet, je pense qu'ils trouvent leurs avantages. Je suis certain que le côté économique aide beaucoup à prendre cette décision-là, mais tant mieux pour les gens, ça leur donne en tout cas un peu un côté hybride là, de leur emploi. Oui, je crois que ce qui compte, c'est vraiment cette remise en question. Et ce qui m'a frappé, c'est que non seulement la santé mentale venait comme le facteur le plus important avant même de choisir, donc on pourrait dire je veux travailler dans tel secteur, etc. Mais ils veulent d'abord, le premier critère, c'est je veux un employeur qui va ne pas négliger la santé mentale, prendre au sérieux la santé mentale. Et donc aussi, en deuxième lieu, après la santé mentale, la flexibilité. Donc on venait d'en parler, peut-être flexibilité par rapport au télétravail, flexibilité travail-famille, etc. Ouais. Donc, et ensuite vient seulement le type de travail après la réputation, etc. Donc on voit vraiment que c'est un élément hyper important et qu'on voit aussi que dans le temps on a totalement négligé parce qu'on n'en parlait pas, c'était aussi très négatif, c'était vu... je crois qu'il y a toujours de la stigmatisation, mais je pense qu'au moins c'est abordé dans les entreprises, la santé mentale.
parce que, en effet, ça pourrait nuire au bien-être non seulement des employés, mais au bénéfice de la compagnie aussi, Ouais. pour les entreprises qui fonctionnent avec bénéfice. Mais si on parle d'entreprises, de services publics, etc., c'est quand même mieux si on se sent bien et tout le monde est content au travail, on va mieux produire. Mhm. Et de meilleurs services aussi, d'accord? Donc, on voit que les Canadiens, donc, ce qui est important, c'est qu'ils vont tenir compte de leurs besoins, d'accord? Et ils commencent à explorer les emplois en se disant, bon, ben, maintenant, j'ai tel besoin, je veux que mes besoins soient considérés. Je ne veux pas qu'on me marche sur les pieds. Et maintenant, évidemment, ce qui est important, c'est que les employeurs fassent leur part du travail. C'est-à-dire qu'eux, ils doivent avoir une approche où ils vont considérer la santé mentale et communiquer là-dessus. Parce que s'ils considèrent qu'ils s'occupent de la santé mentale de leurs employés que dans une certaine politique, parce que ça fait bien, et pas dans les faits, ça ne va pas marcher longtemps. Ils ne vont pas garder leur personnel. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'ils communiquent là-dessus aussi, dire voilà les actions qu'on mène, voilà un programme d'assistance aux employés qui est offert, voilà, on accepte le travail avec la conciliation famille, etc. Donc, je pense que l'employeur doit faire sa part et prioriser la santé et le mieux-être pour pouvoir aussi garder et attirer de nouveaux employés. Oui, parce que la conciliation travail-famille, que ce soit proche aidant, parents de jeunes enfants, c'est stressant pour les employés qui ont à vivre des situations comme ça. Tu sais, des parents qui ont à courir, puis enfants malades, puis il y a un retard, je ne sais pas, il faut aller à la garderie. Il faut que l'employeur comprenne ça parce que c'est une réalité. Puis souvent, les employés se sentent coincés là-dedans. Alors, effectivement, il faut qu'il y ait de la flexibilité. Je pense qu'on n'a pas le choix, là. Je pense qu'il doit avoir de la confiance aussi. Ouais. C'est sûr qu'il y aura toujours, comme dans tous les milieux, des gens qui vont profiter d'un système, mais je crois que de manière générale, donc, les entreprises ont vraiment gagné qu'il y ait un bien-être dans une entreprise et parce que les gens vont être plus à l'aise et ils seront contents de venir quand ils viennent et qu'ils ne sont pas en télétravail. Et quand c'est transparent voilà. et que les gens sentent vraiment que l'employeur fait ça, je pense que les employés ne sont pas malhonnêtes non plus dans leur démarche. Ils vont apprécier, ils vont respecter. Puis ils vont être honnêtes dans leur démarche de cette façon-là aussi. Là. C'est donnant-donnant un peu. Là. Oui, je crois que vraiment tout le monde gagne à ce que ce soit plus transparent dans la société comme dans les entreprises. Donc, vraiment en parler et surtout dans les faits, montrer, démontrer, avoir des témoignages peut-être d'employés qui sont toujours dans la société et qui vivent un problème de santé mentale, comment ils le gèrent, etc. Pas seulement des ressources, il y a des ressources extérieures évidemment en général via les programmes d'aide aux employés, mais je pense que si au sein d'une même entreprise on dit, ben voilà, ici tel employé peut témoigner de tel problème, c'est très intéressant ça. C'est pas seulement quelqu'un d'extérieur ou une vedette qui vient dire j'ai eu une dépression et maintenant ça va bien. C'est quelqu'un qui travaille dans la même boîte que vous. C'est un peu une histoire à succès, tu sais, une bonne pratique qu'on peut diffuser, qu'on peut informer. Donc, ça donne peut-être l'idée même à d'autres entreprises de s'améliorer. Voilà. Et puis, l'entreprise est crédible aussi dans cette gestion. À ce moment-là, ce n'est pas uniquement quelque chose qu'elle met dans sa politique ou sur son site pour faire joli, ou pour bien, être juste en accord avec le droit du travail, mais c'est quelque chose il faut que les actions, qui, dans les faits, est pris au sérieux. Absolument. Puis je pense que de plus en plus, il y a un grand pas encore à faire, mais il y a beaucoup d'entreprises, comme tu dis, je pense, qui sont quand même plus ouvertes là-dessus, puis qui mettent vraiment des choses en place. Oui. Alors, on peut, par rapport à cet indice mensuel, parler aussi ils ont aussi posé une question, mais dans le fond, qu'est-ce qui vous motiverait, messieurs, dames, à faire davantage d'efforts au travail? Là, je veux vraiment mettre un bémol, parce que la manière dont ils ont formulé cette question, ça veut peut-être dire aussi qu'il ne faut pas autant d'efforts qu'ils pourraient le faire. Donc, je trouve qu'il faut faire très attention avec la manière dont cette question a été posée. Ceci dit, maintenant, les réponses ont été un petit peu les suivantes. Ouais. Les gens ont dit la chose qui les motiverait le plus, c'est un meilleur salaire, une augmentation de salaire. Ouais, ça, 41% de personnes 41%, sont contents. Voilà. Oui, non, ça, c'est assez compréhensible. Alors, là aussi, des tâches plus utiles, plus de flexibilité, plus de reconnaissance, OK. Mais donc, on voit bien, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? On voit qu'en fait, la santé mentale, elle va de pair avec la motivation. Ouais. C'est-à-dire que si vous arrivez à motiver un employé en sachant les éléments qui le motivent, c'est quoi? C'est un salaire à juste mesure. C'est aussi
des tâches vraiment utiles et puis des tâches qui correspondent à ce que peut faire la personne qui exploite son plein potentiel et puis de la flexibilité, de la reconnaissance. Ben là, vous avez un employé qui est motivé, etc. et il risque aussi d'avoir une meilleure santé mentale, d'accord? D'ailleurs, je veux remarquer qu'ici, un quart des personnes ont quand même répondu, et je trouve ça assez drôle, que dans le fond, rien ne va les inciter à déployer plus d'efforts parce qu'ils font déjà tous les efforts possibles et imaginables. Très possible. Ça, c'est quand même un quart des employés qui ont répondu ça. Il y a beaucoup de gens qui travaillent ça pas mal. On disait qu'avec l'informatique, ça allait alléger les tâches, mais je pense qu'on en demande plus aux employés parce que la rapidité de l'information circule, donc c'est même surhumain des fois. Là. Oui, on en demande plus et à une vitesse beaucoup plus rapide. Oui. Donc, on est pris dans une machine qu'il faut alimenter. La société des loisirs qu'on espérait dans les années 70-80 pour les années 2000, ça n'existe pas. C'est-à-dire que quand on arrive à notre temps de loisir, on est brûlé, on se met sur un fauteuil. On écoute des oiseaux peut-être pour faire on va peut-être regarder des oiseaux, mais bon, c'est quand même bien de jouer un peu au tennis ou d'aller marcher ou de faire autre chose. Oui, c'est vrai. Pas de s'affaler uniquement, même si c'est important de ne rien faire aussi. Oui, absolument. Alors, on revient aussi, c'est une société qui est vraiment, qui construit cet indice, avec une enquête, des chiffres, etc. C'est une société qui s'appelle LifeWorks. Et comme tu disais, c'est publié régulièrement, fait qu'on peut suivre l'évolution. Oui, c'est ça. Vous pouvez aller voir en ligne LifeWorks. LifeWorks. Okay. Voilà, c'est une société qui a racheté, pour ceux qui sont un peu plus business, ils ont racheté le département de Deloitte et Touche, c'est pas rien quand même en santé mentale. Chez Pell-Morneau, c'est assez connu au Québec quand même pour les programmes d'aide aux employés. Donc c'est vraiment une très grosse société, normalement indépendante des pouvoirs et des entreprises. Et ils disent, et là je vais conclure là-dessus, c'est que, pourquoi on en parle autant, c'est parce que, attention, eux estiment que 32% des Canadiens présentent un risque, donc des travailleurs en entrevue, présentent un risque élevé de problèmes de santé mentale. Risque élevé, une personne sur plus d'un tiers. Ouais. 45% risque modéré, c'est un risque quand même. Donc presque une personne sur deux, là? Voilà, excuse-moi, oui, tout à fait. Et un quart, un risque faible. C'est merveilleux. Mais c'est préoccupant, là. Les problèmes de santé mentale, effectivement, au travail sont préoccupants. Il faut s'en occuper, il faut les prévenir, définitivement. Là. Je pense que ça, ce sont des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, même si des fois on ne veut pas toujours entendre les chiffres. Là ça va de soi et on voit là que vraiment les entreprises ont beaucoup de travail à faire. Tout ce qui est public fait des efforts avec les campagnes de sensibilisation sur la santé mentale, etc., mais certaines compagnies privées, les employeurs, tous les employeurs ont leur part à faire pour faire de la vulgarisation et dans leur pratique, d'implanter les bonnes mesures, les bonnes façons de faire. Les bonnes pratiques en santé mentale pour qu'on vive dans une société où on peut être fier de ce qu'on vit dans la société. Les gens qui veulent en savoir plus peuvent chercher LifeWorks. On va publier les liens, certains liens sur notre site antenne.qc.ca dans la section mentionnée à Folie Douce sur le bien-être en fait mental des gens. Les employeurs. Il y a des articles et il y a aussi l'étude en question. Merci beaucoup. Merci beaucoup Catherine et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Vous aimez gazouiller? La bonne santé mentale vous titille? Suivez Folie Douce Radio sur Twitter. Nous voici maintenant rendus au segment Espresso. Bonjour Pierre. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, ton sujet, la cool attitude. La cool attitude, est-ce que ça se dit encore, ça, cool? Je sais pas, mais on a connu ce que ça voulait dire. En tout cas, ton sujet semble très doux et très intéressant. Je pense que c'est un terme, j'étais pour dire qu'il remonte aux années 60, mais c'est peut-être plus vieux que ça encore. C'est peut-être plus, moi je dirais plus jeune, même, mais c'est peut-être moins entendu aujourd'hui, mais on a eu l'occasion de l'entendre à l'occasion, je pense, nous deux. C'est un terme qui est rendu quasiment planétaire, je dirais. Oui, être cool, encore. Oui. Alors, c'est selon un article que j'ai pris sur Internet sur le site psychologie.com. C'est un site que je visite régulièrement, à l'occasion. Assidûment, presque. Oui. Mais il y a beaucoup de bons sujets, finalement. Il y a beaucoup de bons sujets. C'est un site français et c'est selon un article qui s'appelle « Psychologie des gens cool », écrit par Madame Pascale Senk. Ça s'écrit S-E-N-K.
Elle est journaliste et écrivain. Elle a travaillé comme reporter pour Radio France Internationale et France Inter. Elle nous dit, après avoir été marginaux, ils s'imposent désormais comme des modèles, car les cools ont ce je ne sais quoi qui plaît tant. Désinvoltes, détachés, hédonistes, il n'en reste pas moins rebelles. En passant, hédoniste, c'est selon une philosophie qui veut que le plaisir soit au centre de tout. Ce qui n'est pas une mauvaise idée. Ça va peut-être des gens paresseux par la suite, je ne sais pas. Alors, c'est des gens qui sont rebelles. Mais d'où leur vient cette subtile sensibilité, nous dit Madame 5. Et jusqu'où est-elle sincère? Avec eux, le temps semble plus fluide, les soirées plus réussies, les problèmes de l'existence moins lourds. Pourtant, selon son âge, sa classe sociale, chacun en a sa propre définition. Pour Véronique, 54 ans, est cool la personne qui est relaxe en toutes circonstances, comme si, tel Obélix, elle était tombée dans un chaudron plein de cannabis et en avait gardé les effets lénifiants à vie. Ouais. Je sais pas si c'est une bonne chose. Ouais, mais en tout cas, on comprend l'idée. Selon son fils de 20 ans, Léo, cela n'a rien à voir. Il nous dit le type cool est posé et réfléchi. La psychothérapeute américaine Laurie Hawkes souligne de son côté que l'expression est entrée depuis longtemps dans l'argot américain. Le cool cat, c'est le type à la mode. Tout le monde veut faire partie de sa bande. Et si tous avaient au fond raison. C'est l'une de ses premières caractéristiques. La personnalité cool est plus complexe qu'il n'y paraît. Vous croyez qu'elle est seulement sympa ou gentille? Ce serait comme nier sa part philosophique. Le gentil est naturellement et spontanément gentil. C'est son tempérament et sa nature. Le cool, lui, s'installe dans cette posture en réaction au monde. Pour les Britanniques Dick Pounton et David Robbins, auteurs de L'Esprit cool, ce style émotionnel propre à l'ère moderne est un mécanisme de défense né du traumatisme des 2 dernières guerres. La cool attitude proche du dédain est la seule possible face à l'horreur du monde. Jean-Marie Durand, qui est journaliste français, remonte au temps même de la traite négrière, quand les esclaves afro-américains restaient de glace. Le mot signifie froid ou frais, opposant un contre-feu à la colère qui les rongeait face aux exactions des maîtres. Autant dire que cette désinvolture affichée est un truc de résilient. Et elle se travaille, comme en atteste le psychiatre Rinaldo Perrone, spécialiste de l'agressivité. D'après lui, le sujet cool opte consciemment pour le raisonnement. Il choisit réellement d'avoir une attitude conciliante et circonstanciée. Rien à voir avec de la passivité ou de la mollesse. Patrice, apprécié pour sa communication très relaxe, lui permettant de s'adapter à tous les milieux, confirme que cette cool attitude est le fruit d'un travail conscient. Il nous dit « Je cherche toujours à mettre de la nuance dans les débats. Je me méfie de ceux qui pensent tout noir ou tout blanc, car avec eux, les situations deviennent vite caricaturales. » Autant dire que pour pouvoir prendre du recul, faire son pas de côté, avoir la réaction adéquate que décrit Rinaldo Perrone, la lenteur est nécessaire au cool. C'est vrai que les gens cool sont toujours un petit peu slow. Quoi. Oui, mais en même temps, on a l'impression que c'est très facile, mais il y a beaucoup de travail, je pense, comme tu disais. Je pense que c'est pas tout le monde qui est capable d'avoir d'air cool. C'est pas fait pour tout le monde, non, c'est ça. Ça prend un peu une personnalité qui est capable. Ouais. On nous dit, dans un monde pressé, ce dernier est donc également adepte de la slow attitude. Les commentaires à chaud, les sentiments à l'emporte-pièce, la tendance soupe au lait, assurément pas sa tasse de thé. Même s'il souffre de la dureté du monde, s'il a ses heures d'anxiété, il n'a de cesse de refroidir ses affects. Un rapport plus tourmenté encore à la vie émotionnelle, une posture d'insoumission complexifiée par la guerre des genres, ont-ils retardé l'éclosion de Miss Cool, aussi nombreuses que leur alter ego masculin? Jean-Marie Durand considère que l'actrice Lauren Bacall a porté à son summum le cool au féminin.
Après elle, il cite sans hésitation la chanteuse Patti Smith ou l'actrice plus moderne Scarlett Johansson, Lena Durham, créatrice de la série télé Girls, des femmes capables d'assumer à la fois grand, naturel et vie intérieure tamisée. Rebelle, insoumis, le cool, homme ou femme persiste, quelles que soient les circonstances, à garder son allure désinvolte. C'est pour lui une éthique, une stratégie souvent adoptée à l'adolescence en réaction à un environnement familial survolté et qui, selon Dick Pounton et David Robbins, serait acquise une fois pour toutes. Alors, je m'arrête ici. Et je vais me reposer, puis je vais essayer d'être cool. Ben, j'espère. Puis, pendant la pause. Puis je vais revenir. On va y revenir plus tard dans l'émission au sujet. À venir dans l'émission, Stéphane Bellumeur est notre invité. Il nous parle des 25 ans de la ressource L'Alternative. À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec la cool attitude. Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur de Facebook, YouTube, Instagram, Twitter et LinkedIn, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie Douce, première émission radio francophone sur la planète démystifiant la santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. La santé mentale, c'est à force d'en parler qu'on cessera d'en parler. Vous êtes à l'antenne de Folie Douce. J'accueille maintenant mon invité, Stéphane Bellumeur. Bonjour Stéphane. Salut Yvan. Je dis invité, mais c'est en même temps ami et tu fais partie de nos activités aussi avec Folie Douce à l'occasion. Aujourd'hui, on t'invite pour venir nous parler de l'Alternative Centre de jour dans cet organisme-là dans lequel tu es membre depuis longtemps. Et cette année, en 2023, vous fêtez les 25 ans de l'organisme. Alors, j'aimerais ça que tu nous en parles. D'abord, que tu nous rappelles ce que c'est l'Alternative. L'Alternative, c'est un centre de jour en santé mentale. On est situé à Montréal, dans l'Est, dans le quartier Pointe-aux-Trembles. Et puis, à l'Alternative, on est un centre de jour. On offre des activités à des gens. Il y a toutes sortes de genres d'activités. Il y a des groupes de rencontres, des groupes de personnalités, il y a des activités plus légères. Donc, il y a beaucoup d'activités suite à une grosse demande. Donc, il y a plusieurs gens qui viennent à l'Alternative, que ce soit pour 1, 2 ou 3 activités, selon le choix de chacun. Et ça a toujours été à Pointe-aux-Trembles? Est-ce que ça a toujours été dans les mêmes locaux que sur la rue Notre-Dame depuis les 25 années? Non, au début, l'Alternative a ouvert ses portes sur la 16e avenue en 1998. Puis en 2002, on a fait l'achat d'un immeuble. Donc maintenant, on est situé sur la rue Notre-Dame, près du boulevard Saint-Jean-Baptiste. C'est très, très, très facile à venir nous voir, à trouver la place. Et 25 ans, c'est quand même pas rien là, comme organisme en santé mentale avec tout ce qu'on peut comprendre comme difficulté. J'imagine que tu dois être au courant aussi en étant membre puis en étant quand même proche un peu des dirigeants à travers les plusieurs années que tu fréquentes. Mais tu sais, toujours le financement, c'est toujours un enjeu. Il y a plusieurs enjeux. Des fois, comment être pertinent, comment demeurer pertinent dans sa mission, tout ça. Je ne sais pas si tu peux nous parler de ça aussi. Comment l'évolution s'est faite, disons, à l'Alternative. Ben, comme tu sais, les organismes communautaires, on ne roule pas sur l'or. Donc, on travaille fort pour aller chercher des sous, mais surtout pour le fonctionnement du centre. Parce que le fonctionnement du centre, c'est pour nous, c'est pour les membres. Donc, c'est pour en faire profiter aux membres parce qu'il y a une très forte demande. Les gens qui ont un diagnostic de santé mentale, ils viennent à l'Alternative. Il y en a qui restent là plus longtemps que d'autres. Il y en a qui repartent, qui reviennent. C'est selon. Il y en a qui prennent 1 ou 2. C'est toujours du cas par cas. Mais l'Alternative est là depuis 25 ans, puis on ne cesse d'augmenter. Il y a beaucoup plus de membres. Disons que la COVID avait ralenti un peu les activités, mais on ressent une hausse maintenant, puis il y a beaucoup d'ateliers qui sont offerts et on est sur notre 25e année pour notre 25e anniversaire, puis on espère encore être là pendant des années parce que la demande, elle est là. Et cette année, donc le 25 ans qu'on fête, les activités prévues pour souligner cet anniversaire-là, est-ce que tu peux nous en parler?
Ben, ce qu'on sait, c'est que dans la semaine qui va précéder l'événement, il va y avoir des activités spéciales pour les membres et il va y avoir un dénouement là, pour vraiment le 25e. Mais il va y avoir une semaine complète réservée aux membres là, pour vraiment souligner les 25 ans de l'organisme. Oui, puis c'est ça, c'est important parce que on l'avait déjà expliqué dans une autre entrevue ensemble, mais l'importance d'avoir un lieu où les gens peuvent aller, des fois juste briser l'isolement ou carrément aller chercher des notions. Il y a ça à l'alternative aussi, là, par les différentes formations. Là. Ben oui, parce qu'il y a des gens pour qui, dans certaines de nos ateliers, il y a des gens que ça leur demande beaucoup de venir, puis venir, mettons, au Café Libre. Ce qui a de l'air très minime, mais pour eux, c'est un effort de venir, puis de rencontrer des gens, d'échanger avec les autres. Puis vraiment, là, c'est vraiment... on est vraiment un service essentiel. Et on vient en aide beaucoup plus qu'on pense aux gens qui sont dans le besoin. Oui, puis ça reste nécessaire dans la société là, d'avoir, pour les personnes adultes là, qui ont eu des problèmes de santé mentale, qui sont peut-être mieux, mais des fois qui restent fragiles aussi, là. Oui, parce qu'en plus, nous, on dit souvent qu'on est la grande famille de l'alternative. Pour beaucoup de gens, l'alternative, c'est leur famille. Parce qu'à cause de l'isolement, peu importe s'ils sont en résidence ou ben non, s'ils sont ailleurs, mais la famille de l'alternative est toujours là pour nous accueillir. Puis ça fait toujours du bien de nous voir, tout le monde avec un bon sourire, un bon café. On vient faire nos ateliers, on peut prendre un repas ensemble, mais surtout, il n'y a pas de jugement, puis on accueille tout le monde à bras ouverts. Ça fait combien d'années, personnellement, Stéphane, que tu fréquentes la ressource? Depuis plusieurs années. Tu ne veux pas le mentionner nécessairement. Ça fait quand même longtemps. On se connaît depuis 2013. Moi, je t'avais connu là-bas en 2013 là, avec les ateliers Folie Douce que j'allais animer. Là. Oui, qu'on a participé ensemble. C'est ça. Écoute, moi, je suis vite de mémoire de même. Je suis arrivé, je crois, à l'automne 2000. OK. Donc, ça fait quand même un certain... J'ai connu l'autre endroit. Puis, comme je disais, en 2002, on a déménagé, on a changé nos locaux. Donc, comment tu as vu l'évolution entre 2000 et en 2023? Genre, tu as eu l'occasion de voir, entre autres, des dirigeants qui ont changé à un moment donné, là, pour toutes sortes de raisons. Mais c'est énorme le progrès qu'on a fait et le progrès qui reste à faire. Parce que si on recule de ça, 15-20 ans, la santé mentale, on osait plus ou moins en parler parce que ça faisait peur. On n'aimait pas ça, on évitait le sujet. Alors que maintenant, on en parle de plus en plus. Ça fait partie du quotidien. Puis personne n'est à l'abri d'un diagnostic de santé mentale. Yvan, nous, à l'alternative, il y a des gens qui viennent de toutes sortes de milieux qu'on n'aurait pas pu deviner. Donc, la santé mentale, quand elle frappe n'importe qui. Personne n'est à l'abri de ça. Donc, nous, il y a des gens de toutes sortes de milieux qui sont venus faire un tour à l'alternative. D'autres sont restés, d'autres sont repartis. Ils ont venu booster leur batterie, ils sont repartis, peu importe. Là, mais vraiment, là, l'évolution de la santé mentale, il faut continuer d'en parler parce que la santé mentale est là pour rester. C'est encore très tabou encore, malgré tous les efforts, puis c'est une amélioration, mais c'est encore tabou, comme tu dis, il y a des gens qui ne croiraient pas, quelqu'un qui est dans une profession bien en vue, puis qu'on dit, il n'y a pas de raison d'avoir des problèmes de santé mentale, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas parce que tu fais de l'argent, puis que ça peut arriver à tout le monde, comme tu dis. Tout à fait. Comme je te dis, nous, il y a des gens de milieux là, vraiment importants, avec des grandes positions, qui sont venus au centre à un moment donné parce que la chaîne, elle a débarqué. Ouais. Complètement, la chaîne, elle a débarqué, puis du jour au lendemain, on ne comprend plus ce qui se passe, ni rien. Puis ces gens-là viennent s'apercevoir, puis quand on parle entre nous, puis qu'on participe à des ateliers, ben on comprend premièrement qu'on n'est pas seul au monde. C'est toujours triste, mais on est des gens qui vivent des problèmes de santé mentale, puis à travers ça, on est capable de vivre quand même en société avec ça. Et ça ne veut pas dire que parce que quelqu'un a eu un diagnostic de santé mentale qu'il est toujours sur le bord de la folie, là. C'est ça, c'est les gens, ça reste fragile des fois, parce que peut-être qu'on se connaît mieux quand on a eu des problèmes de santé mentale, mais il faut démystifier ça auprès des gens aussi, là. C'est pas nécessairement parce que les gens sont sur le bord de la folie là, qui vont aller fréquenter votre organisme. Ben non, tout à fait. Nous, il y a des gens qui viennent, comme je disais, c'est passager. Des fois, c'est juste pour venir chercher des outils, des choses pour se remettre ça à map. Pour d'autres, ça peut être plus dur, ça peut être plus long. Il n'y a pas de pilule magique, nous, ici. Là. Vraiment, là, on vient prendre ce qu'on a à apprendre. Il y a des cours, il y a des ateliers, il y a des ateliers, mettons, collectifs. D'autres qu'on travaille plus individuellement. C'est vraiment, les horaires, les cours, c'est très bien
très bien fait. Là, très bien dispensé, puis ça suit l'intérêt des membres aussi, c'est ça? Oui. Puis même à l'Alternative, avec les années, tu vois, on a formé le comité des membres. Le comité des membres, dont j'étais un des fondateurs, ce qu'on fait, c'est que nous, les membres de l'Alternative, on se réunit avec l'équipe administrative, puis une fois par saison, on s'assied ensemble pour dire qu'est-ce qu'on aimerait avoir, qu'est-ce qu'on pourrait avoir, qu'est-ce que l'organisme pourrait nous offrir. Donc, on s'assit pendant une journée de temps, puis on prend les demandes de tout le monde, puis dans le fond, c'est pour améliorer l'Alternative, puis dans le fond, mais c'est pour nous aider, nous aussi, les membres. Oui. Avant d'entrer en ondes, tu me parlais, je pense, d'un aspect coopératif, je pense. Je ne sais pas si tu veux élaborer. C'était-tu en raison du 25e? Oui, mais l'Alternative, c'est ça aussi. On a des gens qui viennent chez nous à des ateliers, mais aussi on veut impliquer certaines personnes qui voudraient bien être bénévoles. Donc, s'il y a des gens qui seraient intéressés, mettons, pour un poste à l'accueil, c'est pas tellement beaucoup d'heures, mais il y a des postes qui sont disponibles. Donc, vous pouvez communiquer avec nous, puis on va vous aider à travers ça. On va vous former, puis c'est des postes quelques heures par semaine après. Fait que des fois, les gens, une petite expérience de travail de plus ou n'importe quoi là, pour briser. Des fois, c'est juste leur donner confiance aussi. Oui, c'est pas juste pour le 25e, c'est pour l'ensemble des activités de l'Alternative. Oui, on a besoin de gens. S'il y a des gens qui veulent être bénévoles, le nombre d'heures, c'est très limité, mais c'est vraiment, c'est vraiment à l'année. Là. Ça peut être, mettons, 2 avant-midi par semaine ou 2 après-midi, selon la disponibilité. Oui, on a encore quelques minutes. Stéphane, j'aimerais porter hommage, en fait, à une participante des ateliers avec qui on avait travaillé pour monter, justement, le document audio qu'on peut retrouver d'ailleurs encore sur YouTube, là, dans notre environnement Folie Douce. C'était une des participantes, justement. J'aimerais ça que tu nous en parles parce que c'est Raymonde. Elle a été une inspiration pour beaucoup de monde. Puis elle était malheureusement décédée pendant le temps qu'on faisait les ateliers, puis je trouve que ça serait bien d'y rendre hommage aussi. Ben oui, puis je dois te dire que Raymonde, c'était ma meilleure amie à l'Alternative. C'est toujours mon ami parce que, bon, même si c'est un peu avec nous, moi, je continue de lui parler à ma manière. Raymonde, c'était ma grande amie, elle était là avant moi à l'Alternative. Puis c'est nous ensemble, comme je disais, qu'on a formé le comité des membres, on a formé beaucoup de choses ensemble au niveau des comités, au niveau des choses. C'était quelqu'un de très impliqué, très inspirante pour les gens. C'était quelqu'un qui était comme la meilleure amie de tout le monde, qui jugeait pas personne, mais qui faisait toujours en sorte que les nouveaux ou nouvelles soient bien accueillis puis qu'ils se sentaient chez eux à l'Alternative. Ça, c'est important d'avoir des espèces de vétérans. Là, on parle d'équipe de sport, une allusion au sport, mais c'est ça, un vétéran qui accueille des nouveaux, qui peut faire en sorte que les gens se sentent à l'aise. C'est pas mal un peu un de mes rôles là-bas en tant qu'ancien. Quand des nouvelles arrivent, je me permets de les accueillir avec l'équipe administrative, leur présenter les membres, les lieux, puis s'ils ont besoin de quoi que ce soit, mais vraiment les faire sentir. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'un nouveau membre qui arrive, c'est l'inconnu pour lui. C'est ça. C'est l'inconnu pour lui. Qu'est-ce que je fais ici? Je vais-tu aimer ça? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Mais nous, il n'y a aucun jugement. Puis on dit toujours, venez prendre un petit café chez nous, puis venez voir qu'est-ce que ça a l'air, puis si ça vous tente d'embarquer dans la grande famille de l'Alternative, ça va toujours nous faire plaisir. Et c'est important ton rôle justement d'espèce de vétéran qui met les gens en confiance. C'est toujours intéressant. Avant de terminer, Stéphane, j'aimerais qu'on mentionne quand même les coordonnées de l'Alternative. Là. Je vais donner tantôt l'adresse du site web, mais je pense que tous les gens sont bienvenus, que ce soit des gens qui sont à Pointe-aux-Trembles ou ailleurs qui ont besoin de socialiser, idéalement ceux qui ont eu un diagnostic de santé mentale, par exemple. Oui, il faut dire aussi, Yvan, qu'on est situé à Pointe-aux-Trembles, mais on a des gens qui viennent de partout à Montréal, hein, vraiment. Là. On a des gens qui viennent même Centre-Ville, Rosemont-Petite-Patrie, Ville d'Anjou, Tétroville. On a même eu quelques clients de Repentigny parce que, bon, c'est quand même près. C'est quand même pas très loin. C'est ça. Fait que, mais partout au Grand Montréal, si ça vous tente de venir faire un tour à l'Alternative, on est situé au 11 813 rue Notre-Dame à Pointe-aux-Trembles. C'est près du boulevard Saint-Jean-Baptiste. L'autobus 189, si vous arrivez du métro Honoré-Beaugrand, vous débarquez, vous êtes directement à l'autre bord de la rue. C'est très, très, très facile d'accès. Par téléphone, les gens qui voudraient avoir plus d'informations. Très facile, le 514-640-1200. 514-640-1200. Moi, je vais nommer, si tu permets, le nom du site web, en fait, pour avoir, entre autres, les horaires, savoir quelles activités sont présentées. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations sur le site web. L'alternative, centre de jour, tout collé, .org. Donc, les gens qui tapent ça, l'alternative,
centredejour.org, pour avoir des informations et aussi pour le 25e, les activités du 25e anniversaire qui sont cette année, en 2023. Ils vont pouvoir retrouver ça là-bas. Merci beaucoup, Stéphane Belle-Humeur, d'avoir été là. Merci, ça me fait toujours plaisir, Yvan. Puis si vous venez faire un tour à l'Alternative, vous êtes toujours les bienvenus. Nous, on accueille tout le monde. Je sais que c'est un endroit très accueillant. J'ai des bons souvenirs là, quand j'étais allé comme pour donner des ateliers. Alors, merci beaucoup, Stéphane, et bonne continuation et bonne chance avec le 25e. Merci, Yvan. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Vous êtes à Folie douce. Parce que la santé mentale nous concerne tous. De retour au micro avec l'espresso allongé et le sujet que tu as commencé plus tôt, Pierre, la cool attitude. La cool attitude, d'après un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « Psychologie des gens cool ». C'est sur le site psychologie.com, un site français qui nous parle bien sûr de psychologie, mais de toute la gamme, avec une vaste gamme, comme on dit, dans les magasins Oui, d'articles, mais là, dans ce cas-là, c'est le type d'individu. Là. Exactement, oui. Tout ce qui touche à la psychologie. Puis comme on disait dans le premier segment, c'est peut-être pas tout le monde qui est apte à être cool, justement. Oui. Ça prend peut-être une personnalité spéciale pour faire ça. Finalement, il y a beaucoup de choses à dire sur le fait d'où est-ce que ça vient, cette expression, cette façon d'être. C'est assez intéressant. C'est écrit par une madame du nom de Pascal Senck. Ça s'écrit S-E-N-K. Elle est journaliste et écrivain et elle a travaillé comme reporter pour Radio France Internationale et France Inter. Alors, je disais que... je poursuis ma lecture. On nous dit que Stéphane Ruzinec, qui est professeur de psychologie à l'Université Lille, spécialiste des émotions et auteur, évoque le cas d'un de ses patients, fils et petit-fils de pieds noirs d'Algérie, plongé depuis l'enfance dans ces ambiances surchauffées. Chaque membre de la famille parlant plus fort que l'autre, les larmes succédant au rire. Il avait adopté une sorte de posture anesthésiée, réagissant au minimum pour survivre à temps de remue-ménage. Quand il est parti vivre seul, ce jeune homme s'est trouvé très étonné du calme réel dans lequel il était capable de mener sa vie. En fin de compte, nous dit-il, je crois que je suis quelqu'un de vraiment cool, avait-il confié en séance. Mais s'il est pacifique et détendu, c'est surtout parce qu'il croit en la possibilité de relations humaines moins rugueuses, éclairées par l'esprit, certes, mais aussi par le cœur. Le cool, nous dit M. Jean-Marie Durand, c'est le gentil, mais avec l'utopie en plus. Qui rappelle que depuis toujours chez les Afro-Américains, notamment les musiciens de jazz, puis chez les surfeurs, cette attitude repose sur l'espoir de se trouver une communauté de pairs. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle s'affiche à travers une pose des vêtements très codifié selon l'époque. Si celui que l'on dit zen cultive lui aussi un rapport distancié à ses émotions, si le détaché peut l'être jusqu'à l'égoïsme, le cool, lui, est d'abord hédoniste. Comme je l'ai dit tantôt, c'est pour qui le but de la vie, c'est le plaisir et uniquement le plaisir. Mais il y a moyen d'avoir du plaisir, mais d'être sérieux en travaillant ou en faisant ces choses. Oui. Rien n'empêche l'un n'empêche pas l'autre. C'est ça, c'est pas un mal au fond de chercher le plaisir. Je dirais que c'est si on recherche uniquement ça. Et sans effort et sans... Ouais, oui, c'est ça. Exactement, oui. Alors, celui-ci rêve de 1000 plaisirs, de musique, de voyage, partagés avec ceux qui, comme lui, ont dans l'idée de construire nonchalamment, certes, mais un monde meilleur. Alors, on ne peut pas avoir rien contre ça. Mais non, c'est absolument. Oui. Alors, pas étonnant, donc, que ce courant se soit largement diffusé chez les ados nés vers 1960. Véronique nous dit, au lycée s'opposaient des straight, matérialistes et normés, et les cool, arty et anti-système. Leur capacité à cultiver une tonalité médium dans toutes les situations constitue à la fois le meilleur et le pire des gens cool. Le meilleur, la leçon de détachement et de sérénité qu'ils peuvent donner. Le rappel que l'on n'est pas obligé de plonger tout le temps et tout de goût dans les conflits, les explications ou l'amour fou. Et le pire, c'est la frontière légère qui les sépare parfois de la dissimulation. À force d'afficher élégance et nuance, certains peuvent disparaître totalement derrière leur masque de dandy.
trop d'émotions négatives refoulées, de rancœurs accumulées, et ces êtres délicats peuvent se transformer en passifs agressifs, dissimulant leur hostilité au point d'en arriver à faire des coups bas, estime Marion Marie Bouzide, qui est psychologue clinicienne. Car si tous semblent avoir une grande hauteur de vue, seuls ceux qui ont une véritable confiance en eux sont réellement cool. Les autres étouffent leur frustration de timides insécures sous un visage impassible. Alors, donc, il y a les faux et les vrais cool. C'est peut-être ça. Exactement. Il y a les faux cool qui sont peut-être un peu des acteurs, finalement. Qui essaient de l'être, mais peut-être ils n'ont pas la base. Hein. Ouais. Alors, autre ombre au tableau, leur stratégie de poseur peut parfois les dépasser. Ils courent alors le risque de transformer leur soif d'utopie sociétale en pure séduction. C'est vrai que les séducteurs, peut-être surtout masculins, sont toujours cool. C'est assez cool, hein? Au-dessus de leurs choses. Oui. On ne s'étonnera pas de ce que ce rapport à l'image qu'ils cultivent l'a été savamment récupéré par le marketing. Du premier cowboy Marlboro qui allumait négligemment en toute décontraction sur sa selle. Je m'en souviens de lui. On l'a tous vu, on ne connaît pas son nom, mais on se rappelle de lui. Il était cool. En toute décontraction, donc, sur sa selle, une cigarette blonde allant jusqu'au mannequin hautain qui déambule en catwalk. Cette démarche désabusée accentuant le déhanchement et vidant le regard des jeunes femmes. Le commerce a compris que la cool attitude permettait de vendre. C'est vrai que tout le monde recherche ça parce que c'est cool. Ça nous détend, en fait. C'est un peu ça. C'est ça. Et la publicité a bien sûr récupéré tout ça. Alors, je dois m'arrêter ici, je pense. Alors, j'avais un autre article, c'est dommage, mais vous pourrez vérifier ça sur notre site On va Internet. mettre ça sur antenne.qc.ca dans la section mentionnée à Folie Douce. Vous allez avoir la référence donc sur la cool attitude. Merci, Pierre. Cool. C'est cool. Bye. C'est encore meilleur la deuxième fois. Écoutez-nous en reprise sur YouTube en cherchant Folie Douce Radio. Avant de terminer ce rendez-vous de Folie Douce, merci beaucoup Pierre pour ton travail en régie ainsi que pour tes segments Espresso. Bienvenue mon cher. Oui, tu nous as parlé à tes segments Espresso de la cool attitude. Alors, c'est ce qu'on essaie d'avoir l'air en ondes. J'espère qu'on a l'air assez cool. Le plus possible. Le plus possible. On va travailler quand même pour l'améliorer. Alors, merci pour tout. Notre chroniqueuse Catherine Stassin était des nôtres. Elle nous a présenté sa chronique sur le bon employeur pour sa santé mentale. Notre invité en début de deuxième demi était Stéphane Bellumeur. Il nous a présenté les 25 ans de l'Alternative. Il nous a parlé de l'histoire de cet organisme-là. Alors, merci pour d'avoir été des nôtres. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.